cette crise des démocraties libérales, elle produit des mouvements qui, de mon point de vue, sont des dérivés du fascisme originel. Je ne sais pas si je suis clair. Donc il ne faut pas figer le fascisme comme un événement historique, il faut le considérer comme une structure de pensée minimale qui émerge des ruines de la capacité de distinguer le bien du mal et de la capacité de penser. Aussi pas mal dans votre ouvrage Hannah Arendt sur la banalité du mal, la capacité à penser, le rapport à la mort notamment. Donc, comment décririez-vous justement le rapport de l'humain moderne donc, qui fait partie de ce système qui s'est effondré donc, il y a longtemps? Quel est son rapport, cet humain moderne, à la mort dans votre pratique comme psychanalyste? Comment ça se manifeste concrètement? Tout dans notre société essaie de mettre les interrogations métaphysiques, philosophiques et spirituelles de la mort à l'écart de notre vie quotidienne. À l'écart de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous faisons tous comme si la mort n'existait pas. Il y a une espèce de délire d'immortalité et en même temps, la mort nous fait peur, elle nous terrorise. Les morts nous terrorisent. Voyez, bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais disons, pour faire vite et pour faire simple, que aujourd'hui, il y a ce que Norbert Elias appelait une extrême solitude des mourants. C'est-à-dire que l'individu, si vous voulez, l'individualisme de masse qui est le nôtre nous amène à confier aux professionnels le soin d'accompagner les mourants. Et nous considérons que quand quelqu'un est mourant, c'est comme s'il était déjà mort. Je fais vite. Il est mort, en tout cas, psychiquement, il est mort socialement. Et là, il y a quelque chose d'absolument terrible. Et ce qui fait que nous sommes à la fois dans une société d'hypochondriaques, parce qu'évidemment, nous avons tous peur d'être malades, de mourir. Moi, le premier, il n'y a pas de problème. Et en même temps, nous sommes dans un déni de la mort, puisque j'organise tout mon emploi du temps comme si à aucun moment je ne devais disparaître. Et encore une fois, si vous voulez, la manière dont on meurt dans une société révèle la manière dont on y vit. Et l'extrême solitude des mourants, aujourd'hui, c'est ça. Alors, moi, j'ai travaillé avec des services de soins palliatifs, c'est des professionnels absolument formidables. Parce que justement, ils ne veulent pas administrer techniquement la mort, contrairement à ce que demande la famille, parfois, contrairement à ce que demandent, si vous voulez, les autres médecins, ils veulent permettre aux mourants de vivre jusqu'au bout de leur vie. Et ça, c'est tout à fait formidable. Mais on n'a plus ce soutien dans les familles. Pourquoi? On n'a plus ce soutien avec les amis. Pourquoi? Parce qu'on a été déraciné. On a été déraciné. Et vous le savez, n'est-ce pas? Marx avait des phrases très fortes là-dessus, sur justement ce calcul égoïste et glacé qui a supprimé l'ensemble des liens. Ça a commencé à partir du moment où on a arraché les gens à la terre, où ils ne pouvaient plus vivre, et qu'on les a entassés en ville pour pouvoir ensuite les faire vivre dans des usines, dans des manufactures, les exploiter au maximum. Et à partir de ce moment-là, d'abord, ils n'ont plus le temps. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques décennies, on travaillait 10 heures par jour. Même plus si on remonte encore dans l'histoire, au 19e. Vous voyez, et que c'était parfois des enfants de 5 ans, 6 ans, 8 ans. Donc, il faut du temps pour pouvoir accompagner. Je ne suis pas sûr qu'on ait du temps pour accompagner nos proches. Il faut un mode de vie, il faut un habitat qui permette cela. Il faut des rythmes de travail et des rythmes de présence chez soi compatibles avec ça.
si vous voulez, c'est là où je pense qu'il y a une immense violence qui n'est pas, bien sûr, il ne faut pas croire que, encore une fois, notre société soit forcément plus violente qu'elle ne l'a été dans le passé ou que nous l'ont été d'autres sociétés. Ce n'est pas vrai. Vous prenez même un livre qui vient de sortir sur l'histoire comparée de l'esclavage, ce n'est pas le propre de l'Occident. Je ne dis pas que les Occidentaux n'ont pas, bien évidemment, fait pire que pendre en la matière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de société qui soit indemne, pure, de ce type de désir de transformer son semblable en marchandise ou en chose. Malheureusement, comme vous le savez, même au 5e siècle, la démocratie, avant Jésus-Christ, la démocratie athénienne, elle est une démocratie dont le refoulé est justement l'esclavage. Donc, c'est pas ça. Je dis simplement que aujourd'hui, votre question est très importante parce que le rapport à la mort, c'est le rapport au temps, c'est le rapport à la temporalité. Et les historiens nous ont appris que le 19e siècle, les temps modernes, pour aller vite, et le 19e siècle notamment, c'est une discordance des temps. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile d'articuler le présent avec le passé et l'avenir. Et c'est pour ça que vous avez d'un côté les nostalgiques du passé et de l'autre les illusionnistes de la mode à venir. Et comme disait Barthes, être à la mode, c'est toujours être en retard. Et donc, le travail que nous avons à faire, c'est de pouvoir nous donner du temps pour pouvoir penser l'histoire, en tirer les enseignements, tirer l'expérience. Ça veut dire que nous ne devons plus travailler de la même manière que nous travaillons. Moi, je crois beaucoup à cela. En termes de psychologie, est-ce que le fait que, enfin, est-ce que les gens comme ça qui ont des traumas dans le passé, qui ne les résolvent pas, est-ce qu'ils se retrouvent est-ce qu'ils se remettent en fait quasiment tout seuls dans des situations où ils revivent soit le trauma ou des problèmes un peu liés à ce trauma-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en psychologie? Alors oui, bien sûr, c'est une question très importante, là encore, que vous posez, mais chaque cas est un cas singulier. Donc pour simplifier, je donnerai quelques types simplement de souffrances liées à cette histoire d'un passé qui ne passe pas. Bon. D'une façon, on va dire, simple, on peut dire que la grande découverte freudienne, et malheureusement aujourd'hui on la perd, cette découverte freudienne, c'est que Freud considère que les symptômes névrotiques, les angoisses phobiques, les angoisses obsessionnelles, les angoisses somatiques, les symptômes sont des blessures du passé. C'est-à-dire qu'ont un sens. Vous voyez, aujourd'hui, avec justement l'apparition d'une nouvelle psychiatrie très vétérinaire, très centrée sur le comportement et sur ses déterminants neurobiologiques, oublie cela. C'est-à-dire qu'en gros, un symptôme, ça a un sens. C'est vrai que l'hystérie, comme disait Freud, ne connaît pas l'anatomie, donc c'est pour ça qu'elle peut avoir la moitié du corps paralysé sans le croisement produit entre le cerveau et le reste du corps, un croisement neurologique, c'est-à-dire que quand vous avez une paralysie, comme vous savez, si c'est le cortex droit, à ce moment-là, c'est la partie gauche. Bon, l'hystérique ne le sait pas, donc du coup, elle a une paralysie à moitié du corps. Bon. Donc, ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'anatomie. Mais par contre, si elle ne connaît pas l'anatomie, son symptôme veut dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça qui est formidable. La grande découverte freudienne, elle est là. On peut beaucoup critiquer la psychanalyse, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un ayatollah de la psychanalyse, ce n'est pas grave. Mais au moins, Freud nous a appris à dire le rêve a un sens, le symptôme a un sens, l'acte manqué a un sens. Et ça, c'est formidable. C'est une façon de nous, on dit, de réapatrier dans le continent, je dirais, de la pensée, quelque chose qui paraissait un ratage, quelque chose qui paraissait, si vous voulez, un déficit. Ça, c'est formidable. Bon. Alors, oui, justement, on s'aperçoit que un certain nombre de symptômes, comme les symptômes hystériques, pas pouvoir avaler, des vertiges, etc., ne sont pas insensés quand ils ne sont pas produits, bien sûr, par des lésions organiques, hein, je parle de symptômes psychiques, eh bien, ils veulent dire quelque chose, ils veulent dire quelque chose qui sont des blessures de mémoire, c'est-à-dire qui sont des blessures d'amour, qui sont des blessures du passé. Et effectivement, la découverte
elle est cathartique d'abord chez Freud. Elle est de retrouver les souvenirs à l'origine de ce symptôme, et le symptôme disparaît. Bon, c'est un peu miraculeux, c'est plus compliqué que ça, mais il y a quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire que lorsque nous souffrons d'obsessions, de phobies, de troubles somatiques non organiques, encore une fois, bien souvent, c'est une façon de nous rappeler de quelque chose dont nous n'avons plus de souvenir. Hein? C'est le premier type pour le paradigme des névroses. Un autre paradigme, c'est le paradigme du traumatisme. Ce qu'on appelle véritablement la névrose traumatique, justement, ce n'est pas l'oubli de quelque chose qui va faire retour dans les symptômes, c'est l'incapacité d'oublier un événement douloureux. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en a le souvenir, mais malheureusement, on ne peut pas diluer ce souvenir dans le tissu du psychisme qui permettrait sa liquidation. Et là est vraiment la douleur, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite plus, à mon avis, une réparation, une possibilité d'oubli que là de souvenirs. Et bon, la vie, l'art, la culture, l'amitié, l'amour font partie des thérapeutiques qui peuvent soulager cette souffrance du trauma. Un autre type, malheureusement, je dirais, auquel nous avons affaire, c'est ce qu'on appelle souvent les névroses masochistes ou les névroses d'échec, c'est-à-dire les compulsions à rechercher la douleur ou les risques de ce que nous avons déjà vécu parce que nous n'arrivons pas à leur donner un statut dans notre psychisme, dans notre pensée. Et donc, du coup, c'est comme si on allait essayer, en reproduisant les drames vécus, de trouver l'occasion de pouvoir les éprouver et de pouvoir les liquider. Vous avez sûrement compris ma question suivante, c'est que voilà, on parle beaucoup de retour du fascisme en France possible, puis ailleurs en Occident d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on peut tirer un lien de manière un peu scientifique entre justement ce qui est vécu au niveau individuel et puis voilà, ces phénomènes plutôt sociaux hein, à grande échelle. Comment voyez-vous les choses à ce niveau-là? Je suis, moi, partisan de la thèse d'Umberto Eco, dont je parle, je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans le livre précédent, à savoir la thèse d'un fascisme originaire. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'il y a à certains moments de notre histoire l'émergence de mouvements fascistes, mais le fascisme ne peut pas se réduire à un événement historique. Le fascisme, ce n'est pas seulement Mussolini, ce n'est pas seulement Hitler. Le fascisme, c'est aussi Drummond, l'antisémitisme à la fin du 19e. Ziv Sternel, l'historien, a produit beaucoup de documents apportant la preuve que le fascisme n'a pas été découvert en Italie par Mussolini et copié ensuite par Hitler en Allemagne. Il était déjà présent en France, mais pas qu'en France. Si vous prenez en 1895, je crois que j'ai plus les dates, 1897, j'ai plus les dates, mais on pourra les retrouver avec mes autres travaux, n'est-ce pas? Vous avez l'élection à Vienne d'un préfasciste, d'un populiste, nationaliste, antisémite. Donc, à la fin du 19e, il faut voir que le fascisme naît justement de l'industrialisation prolétarisant les populations et leur faisant perdre confiance dans le libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme à la première moitié du 19e siècle, il est émancipateur. C'est le discours des Lumières, c'est le discours de la liberté, c'est le discours de la laïcité, c'est le discours de l'autonomie, c'est le discours de l'individualisme de la volonté. Et dans la deuxième moitié du 19e, cette illusion ne tient pas la route, parce qu'on s'aperçoit que ça concerne peut-être la grande bourgeoisie, peut-être les classes supérieures, mais certainement pas les gens qui vont se louer sur le marché du travail, qui vont à l'usine, ou qui sont entassés dans des quartiers insalubres. Donc, le message des Lumières
ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale, ça ne tient plus la route. Parce que comment est-ce qu'on peut se fier qu'à sa raison critique et à sa loi morale quand on est obligé d'aller se vendre, n'est-ce pas, sur le marché du travail en travaillant 15 heures par jour, hein, et dans des conditions totalement, encore une fois, insalubres. Donc, à partir de ce moment-là, le libéralisme, il va devenir un conservatisme. Et d'ailleurs, même politiquement, le libéralisme fait alliance avec ses adversaires de la veille, c'est-à-dire les conservateurs, les bonapartistes, les royalistes, etc., les traditionnalistes. Et donc, vont émerger des mouvements qui vont être des mouvements plus populistes que populaires dès la fin du XIXe siècle. Et je crois que c'est cela, c'est sur ce terreau que naît le fascisme en Italie. N'oubliez pas que c'est un national-socialisme et que Mussolini était socialiste avant de créer les faisceaux, c'est-à-dire les groupes fascistes. Alors, aujourd'hui, il est évident que la crise des démocraties libérales que nous traversons de nouveau, cette crise des démocraties libérales, elle produit des mouvements qui, de mon point de vue, sont des dérivés du fascisme originaire. Je ne sais pas si je suis clair. Donc il ne faut pas figer le fascisme comme un événement historique, il faut le considérer comme une structure de pensée minimale qui émerge des ruines de la capacité de distinguer le bien du mal et de la capacité de penser. C'est une sorte de bureaucratie, de technocratie intérieure qui va trouver à certains moments des mouvements pour y adhérer. En gros, c'est bien parce que, regardez Barès, bon, Barès soit fasciste, mais c'est un nationaliste extrême qui nourrit la pensée fasciste à la fin du 19e. En gros, le culte du moi contre les barbares, c'est cette idée que, justement, la bourgeoisie, le capitalisme détruisent ma capacité d'être autonome, d'être moi-même, et du coup, il cherche une solution. Il part d'abord, comme d'autres, comme Doriot ultérieurement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il part d'abord d'un mouvement de révolte contre la bourgeoisie, de révolte contre l'industrialisation capitaliste et le profit. Mais après, à partir du moment où il n'est pas, je dirais, régulé par des idéaux de justice, des idéaux, je dirais, de fraternité, des idéaux d'égalité, il va basculer vers autre chose, et autre chose où ce sont parfois des sortes de sectes. Le fascisme, c'est les faisceaux, hein, qui vont prendre en charge l'individu, qui vont l'appareiller. Ce sont des appareils qui viennent à la place de sa pensée. Bon, aujourd'hui, nous sommes face à nouveau face à une crise de la démocratie libérale, et donc nous voyons émerger des illibéralismes type Orban, Poutine, Bolsonaro, etc., Trump et compagnie, et nous voyons aussi émerger des théofascismes, je veux dire, les sectes djihadistes ne sont pas liées à l'islam. Le djihadisme, vous savez mieux que moi, n'est-ce pas, c'est d'abord une ascèse, un travail sur soi-même. C'est ça le grand djihad. Le petit djihad, c'est la guerre. Le grand djihad, c'est d'abord se transformer soi-même. Et le wahhabisme ou le salafisme sont des versions très, on va dire, très, très intégristes de l'islam, mais ne débouchent pas forcément sur le djihadisme. Le djihadisme, c'est autre chose qui, à mon avis, naît justement de cette crise des valeurs occidentales. Voilà, à mon avis, c'est pour ça que je parlais de fabrique du terrorisme. Et ça, c'est un autre ouvrage que j'ai fait qui s'appelle Un monde sans esprit. Un monde sans esprit, ça donne différents mouvements qui sont des mouvements révolutionnaires. Ils sont contre-révolutionnaires au sens des valeurs, mais ils sont révolutionnaires au sens de vouloir en découdre avec l'ordre existant. Quelle serait la solution à ce problème d'effondrement qui s'est déjà passé et qui est en train de causer un effondrement, lui, plutôt matériel,
hein, plutôt, enfin, assez concret pour tout le monde d'ailleurs, pour tout le monde, et puis pour tous les êtres vivants d'ailleurs, au-delà des humains. Alors, quelle serait la solution? Est-ce que ça serait comme vous le disiez, enfin, comme vous le citiez, notamment ce que disait Winnicott, donc c'est plutôt voilà, de faire preuve d'empathie, notamment envers plus fragiles que soi. Est-ce que ça serait ça ou est-ce que ça serait autre chose? Écoutez, sans devoir trop détailler, j'ai pas de programme, donc j'ai pas de solution, mais je dirais que j'ai l'idée qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce sera mon nouveau livre, il va paraître dans 2 mois, au Rien qui libère, c'est cette idée qu'il faut relever le défi de cette crise de démocratie libérale par un nouvel humanisme. Pas un humanisme tel que nous l'avons connu, qui a justifié les pires choses, n'est-ce pas? Un humanisme d'un Occident universel, ça c'est pas celui-là, hein, mais c'est un nouvel humanisme qui repose sur, effectivement, vous citiez Winnicott, sur le souci de la vulnérabilité, la sienne et celle de l'autre, qui repose sur la fraternité, c'est-à-dire l'existence d'un manque en soi qui me rend nécessaire le rapport à l'autre, ça s'appelle l'amitié, ça s'appelle l'amour, et qui pose des principes de justice et des exigences, je dirais, morales, qui à l'heure actuelle n'existent pas. Et je crois que ça veut dire qu'il nous faut changer notre rapport à la temporalité, changer notre rapport à l'emploi du temps, pour aller très vite, et qu'il nous faut nous donner du temps pour pouvoir trouver dans l'art, la culture et les relations sociales de quoi justifier notre existence. Aujourd'hui, c'est ces choses fascisantes que sont les évaluations, que vous connaissez, qui nous demandent de nous faire pardonner en justifiant par des scores et des tarifs notre existence. Ben non, notre existence, elle trouve son sens dans un rapport à soi-même et à l'autre, c'est-à-dire dans le dialogue. Ce que disait déjà Aristote, pourquoi j'ai besoin d'autrui, pourquoi j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de l'autre pour pouvoir penser, puisque ma pensée n'est rien d'autre que la poursuite du dialogue intérieur. Ce que je faisais avec mon ami, je le fais maintenant en moi-même.